C'est un peu similaire à je sais plus qui avait hacké toutes les chaînes de fast-food. C'est toi qui avait présenté Dry de mémoire. Sur Walmart, plus je sais plus quoi, à base de Supabase avec un check pas fait. Non? Je crois que Je me c'était moi. souviens plus. T'inquiète, on se souvient pour toi. C'était pas le. Je crois que là, t'es en train de faire un mélange, mais c'était une chaîne de Possible. restaurants indiens, non? Alors, ça, c'est un Ouais, autre truc mais que pas je que. présente juste après. Mais le Supabase, c'était dans une TechnoWatch il y a 4-5 mois. Au moins. Heureusement que maintenant il y a un outil pour pouvoir chercher les liens. Allez regarder les anciennes TechnoWatch. Allez sur SSRF. Et du coup, c'est une super transition. On va partir sur I'm loving it, exploiting McDonald's API. Nice. Bah, c'est pas celui-là que je pensais, mais on point en effet. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit bien là? Ok. Ok, ok. Donc c'est quelqu'un qui cherchait un peu les programmes de bug bounty de McDonald's et il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas au Canada, il n'y en avait pas aux US, il n'y en avait pas en Europe, mais par contre il y en avait un en Inde. Donc la personne n'était pas indienne, mais s'est dit que ça allait être marrant quand même de tester et de voir ce qu'il pouvait faire. Attends, par contre, c'est ultra smart en vrai, parce que tu payes des rewards à un niveau de vie en Inde alors que t'as les mêmes softs qui tournent partout sur le monde, enfin partout dans le monde, et du coup, tu as tes disclos et tes failles à patcher et à backport dans tous les autres pays alors que t'as reward que dalle. C'est dick move, mais c'est smart. De ce que j'ai vu par contre, c'était des applications bien spécifiques au pays en question, Ok, donc c'est moins dick move, mais c'est mon peut-être dick que le move. reward n'est pas à la hauteur. Donc la première chose qu'il a fait, bah, comme tout le monde, il a cherché s'il avait de la doc, s'il pouvait se connecter, s'il pouvait avoir des comptes. Donc c'est du Angular avec une single page application, donc assez facile. On fait un extract du JavaScript, on regarde les différentes routes et on modifie à la volée le code JS pour voir ce qui se passe. Donc il a forcé des routes, dont la route order tracking. Et en fait, il s'est rendu compte que s'il passait un 0 en 1, la page s'affichait. Jusque-là, c'est que du côté client, c'est pas trop grave. Mais que tu pouvais passer des order ID, carte ID. Et en fait, si tu trouves une order ID, ça marche. Et si tu changes l'order ID avec un +1, -1, ça marche, parce que c'est des commandes incrémentales. C'est dommage. En même temps, c'est du Green IT, hein. Si tu fais des UID V4, faut du random, ça tue la planète de générer du random, donc Green Ouais, IT, plus mais ça. surtout, il a mis order ID égale à 1. Il n'y a pas eu de difficulté pour trouver l'order ID, qui est égal à 2, etc. C'est moche. Par contre, c'est quoi ce proxy là de l'enfer? C'est Zap? C'est Proxifire. C'est Proxyfire. C'est un proxy sur Windows qui peut se mettre vraiment au niveau système et qui va voir tout Ok. passer, y compris Ouais, les mises à intéressant jour si c'est vraiment low Windows, level. etc. Je sais pas pourquoi il utilise ça, parce que globalement il allait taper sur un service web. Question d'habitude, je présume. Et tu peux Peut-être pas rejouer les requêtes, je crois pas, hein. Ah ouais? C'est peut-être qu'il s'en bizarre. sert juste pour monitor s'il n'y a pas des applications qui envoient des requêtes, faire des trucs un peu bizarres depuis son poste globalement, s'il l'a installé globalement sur son poste, mais j'ai pas d'autres Tu verras, il y a de hypothèses. plus en plus d'applis qui font un peu du client-side, comment dire, une espèce de HSTS ou certificate pinning ou passer par des channels super bizarres. Genre j'ai vu ça pour du RS Android où ça passe dans une espèce de quick compressé plus chiffré. Tu le vois pas, vraiment tu fais tous les bypass, tous les pinnings, tous les ce que tu veux, tant que t'as pas vraiment un truc point de vue réseau entre les deux. Donc loup. Sachant que c'est pas un client lourd, hein. On le voit dans le user agent, c'est un bon gros Chrome. Oui, non, non, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Mais il y a pas mal de cas où ça peut être sympa d'avoir un truc vachement plus profond qu'un proxy, quoi. Ouais, j'aurais mis un peu. Euh, toujours de la même manière, il peut modifier les reviews, parce que la review se base sur l'order ID plus que guessable. Et il a continué d'inspecter l'API, de se rendre compte qu'il pouvait regarder où étaient les deliveries et plus ou moins leaker les adresses des gens. C'est moche. C'est très très moche. Bah, une limited food, hein, si t'as le numéro de la personne que t'arrives à te mettre en bas avant que la bouffe arrive, tu regardes exactement le plat que tu veux, tu dis le numéro de confirmation.
On va Full peut-être arriver à takeover. quelque chose comme ça. On va peut-être arriver à ça. Mais avant, on va regarder déjà les factures des gens. Tant qu'à faire, quitte à leaker des informations. Mais ce endpoint-là va être très utile pour la fin, pour pouvoir voir ses propres factures. Et après, il s'est dit, bon bah c'est bien, pour le moment j'ai toujours pas de compte, donc je vais essayer de créer un compte. Et il est tombé sur un bout de l'API qui permettait de créer un compte qui n'était pas le flow legit. C'est pas le Slump, le slash user. Il est tombé sur un équivalent de auto user create un peu secret. Donc il a créé son compte sans aucune vérification, avec un mot de passe un peu daubé, sauf que lorsqu'il a voulu se connecter, ça lui a demandé de se connecter avec un OTP qu'il n'avait pas. Mais encore une fois, avec la bonne route, Auth with Password, ça va être passé. Pas mal. Une fois connecté, il s'est dit, bah c'est marrant, mais j'ai envie de manger. Donc je vais faire une petite requête, je vais me choisir 100 hash brown, ça les met dans mon panier, et il a inspecté la requête au moment de l'envoyer. Et c'est une requête, tout est signé, c'est beau, c'est propre. Sauf que Sauf. voilà, tu peux update ta requête si jamais tu as changé et qu'au finalement tu veux plus 50 nuggets mais t'en veux 500. Tu peux l'update. Attends, elle est signée, mais le prix est pas hmaqué. Ou. Euh, Si, mais du coup, en fait, quand tu vas update, tu vas avoir une nouvelle signature. Ah, tu veux Ouais. dire, tu envoies ton nouveau price, il te Il renvoie te la forge la signature et ensuite tu la signature submits. gratos. Ah ouais. Ah, Nice. ah, ça c'est Mais- dommage ça. Et Ouais, mais on a chiffré, hein. ouais, c'était chiffré, c'était un truc en plus de ce que j'ai vu, je crois que ça utilisait du RSA. Pour une fois, c'était propre, c'était sécure. Mais en faisant ça, bah, du coup, il a pu mettre le montant qu'il voulait. euh, Avoir, je sais plus si on le voit ici, voilà, 100 hash browns, mais il a payé une rupie, qui fait 10 centimes, quelque chose comme ça. Et donc il y a des gens en Rentable. cuisine qui se sont activés pour les préparer. Alors, il a un autre endpoint pour annuler la commande Ah, qu'il a parfait. utilisée, parce que sinon c'était pas trop cool. Après, il a trouvé la même manière, ce que disait la Luca, stealing someone else order. Donc, bah, forcément, tu changes l'adresse de quelqu'un à la volée une fois que la personne a payé. Paiement rug pool, je sais plus ce que c'est. Est-ce que. Je sais plus ce que c'est. Mais encore une petite connerie qui permet de faire des carvis sympathiques. Et il a aussi eu accès à un panel d'admin qui lui permettait de voir toutes les KPI. Parce que tu peux rejouer ton token JWT d'utilisateur simple sur ce panel d'admin. Ils ont J'ai complètement bugué. Heureusement que c'est un site en Inde ou ailleurs parce que OMS.McDelivery, j'ai vraiment pensé que c'était genre Organisation mondiale de la la santé. santé, ouais. Ça, pas McDonald's. Non, c'est KO. Et Bon. à la fin de tout ça, du coup, bon, bah, il a tout remonté. Et à votre avis, j'ai un peu leaké, mais je pense que personne n'a vu combien est-ce qu'il a eu de bounty en 10 dollars. roupies. Non, Ouais. vas-y. Je pense que C'est c'était payé en énorme. nuggets. Non, j'ai envie de dire 200. Attends, en dollars, en euros, en roupies, en En quoi? dollars, en dollars. En dollars. Si c'est un prof de bounty en Inde, ils ont dû donner 200 et déjà se sentir vraiment grand seigneur. C'est ça. Ils lui ont donné 240 dollars en Amazon gift En card. gift card? Oh non! Non! Hum. Non! Et du coup, il Aïe s'est aïe dit, bon, aïe. bah, c'est pas grave, je vais contacter McDonald's USA pour essayer d'avoir la Gold Card qui est donnée à tous les milliardaires. Et donc, du coup, ils peuvent manger à volonté. Alors que, bon, bah, quand t'es milliardaire, tu pouvais les payer, tes nuggets. Ouais, Ils lui ont refusé. Donc, ce au bâtard. final, il aurait dû commander ses nuggets, hein, j'ai envie de dire, ça aurait été plus rentable. Ben ouais, Ça aurait ça été me une fait gold card. penser à quelqu'un qui avait trouvé un moyen pour se faire thune illimitée sur Tinder. Un bail de un système de paiement où t'achètes et tu refunds et il y a un error code qui est pas géré. Et il rentre une illimitée et globalement, bon, on lui a dit merci, voilà 200 balles et un mois de premium. Alors qu'il avait littéralement infinite moula, infinite premium, infinite date et j'en passe. Enfin, mais, Ça fait mal. mais, Le gros, c'est ouais.
Ouais. Bah du coup après les entreprises s'étonnent que les gens soient plus enclins à ne pas remonter ou à directement faire du profit avec. Il faut pas, mais si c'est pas les connards, ça aiderait quand même, hein. Bah c'est ça. Ouais. Moi tu me donnes de quoi me payer, je sais même pas combien ça coûterait des nuggets, mais 240 balles, enfin t'as des nuggets max pendant un an quoi, genre si t'en prends régulièrement, voilà, autant garder le bon plan nuggets quoi. Bon, après c'est le prix de nuggets en Inde, c'est pas non plus le prix de nuggets en France Ouais, ou ouais. US. Ouais mais tu vois si tu Encore prends que ça dépend si tu où. prends le Tinder, que t'es utilisateur de Tinder, tu prends ton premium ça te coûte 0. Si on te file un mois de premium et 200 balles, c'est bon quoi. Yeah. Oups. Next one. Yes, donc là, quelque chose de moins technique. Quelques raisons pour Que ne tu pas peux zoomer d'emblée si tu veux bien. Let's go. Thanks. Ça va le faire là en termes de zoom. Un article assez rapide sur pourquoi il faut pas trop stresser quand on fait des CTF. C'est pas la fin du monde de ne pas en faire. Et là, je sais que je vais créer un peu de drama, surtout que le premier paragraphe, c'est les CTF, c'est pas la sécurité du vrai monde. Je sais qu'il y a des gens qui disent que les CTF, c'est exactement le vrai monde, mais dans le vrai monde, admin passe, l'injection SQL Vanilla passe. C'est rare d'avoir à bypasser 15 milliards de filtres bien spécifiques où l'auteur du challenge a vraiment restreint pour que une seule technique fonctionne. Que dans la plupart des jobs de sécurité, on va quand même se focaliser sur les basiques. Est-ce que la MFA est implémentée? Est-ce que les patchs sont là? C'est pas des choses qu'on voit en CTF. Donc les CTF sont pas mandatory. Après, c'est bien quand même d'en faire. C'est mon, mon, mon point de vue totalement perso. Que dans la plupart des CTF, il n'y a pas que des juniors. Et donc c'est facile de se démotiver en ne flaguant rien. Et que parfois certains CTF sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Que lorsqu'on arrive sur du HTTP smuggling en chal et qu'on ne connaît pas comment fonctionne une requête HTTP, ah oui, forcément, la claque va être dure. Alors, pour ça, j'ai envie de nuancer un petit peu. Il y a certains CTF qui sont plus abordables que d'autres. Le Pico CTF est très abordable pour les juniors. Le Google CTF et le Real-World CTF vachement moins. Euh, que des choses comme ça, qu'aussi la plupart des write-up ils sont polished. On voit pas tous les fails, toutes les tentatives. Moi j'aime bien voir aussi Alors la manière de t'inquiète, fonctionner. t'inquiète avec les petits write-up RootMe où à chaque fois on a choqué avec, enfin où j'ai choqué en compagnie de Net le premier chat de chaque live. Les gens ils savent. Choke c'est bon. Ensuite ça se réveille mais c'est bon. Ils savent que ça existe. Non, en vrai, clairement, si vrai, le fait de mettre que des write-up où on dit je fais ça marche, mais il n'y a jamais le temps de dire on a testé 40 tentatives avant et ça a échoué. Orange ça il le fait un peu. Moi j'ai 2-3 articles qui s'appellent vraiment failed. Il y en a un qui a été présenté tout à l'heure justement sur le. Pas de la sécu, mais la compression des packages qui était grave cool, mais on ne montre pas assez le chemin de tryhard et les pelles mangées dans la tronche avant le sol. Ouais, Dommage. ne serait-ce que le chemin de pensée. Mais pour le coup, moi, les write-up, alors j'en fais beaucoup moins récemment, mais sur les write-up que j'ai écrits, notamment surtout pour la partie OSINT, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant de détailler vraiment point par point la méthodologie, parce que ça peut donner des méthodes de travail que les autres n'ont pas forcément, et ça permet d'enrichir tout le monde de fonctionner comme ça. Et la partie aussi, bah, on est tous humains et on va tous des fois bloquer sur un point qui paraît hyper simple pour le voisin. Mais toi, tu vas passer 4 heures là où lui passera 5 minutes, et bah c'est le jeu et tout le monde passe par là, quoi. Mais c'est vrai que bah, le premier talk que j'avais fait avec la Luca, c'était critiquer et cracher un peu sur Write-Up parce qu'il était vraiment très, voire trop résumé, et reprendre de zéro et essayer de le comprendre plus en détail. Et c'est vrai que les CTF peuvent pousser les gens. Bah, en vrai, ça prend du temps à écrire un write-up complet et long En même et temps, détaillé. légitime ta rage. Le write-up c'était bonjour, là il manque un chevron, voilà la payload, salut. T'en retires rien.
C'était de la rage Euh, complètement légitime. Honnêtement, j'avais la haine parce que T'as eu j'avais le tryhard seum. dessus pendant une journée et complète et j'étais en mode ouais, me balancer un torche-cheval à la tronche, j'avais un petit peu la haine, mais après j'ai essayé de faire le truc un peu plus poliment et un peu plus sympa et mettre les formes et ça avait donné la présentation. Mais c'est vrai que le premier jet que j'avais fait, je l'avais partagé avec mes collègues, ils m'avaient dit ouais, enfin, on va peut-être pas l'insulter sur la place publique non plus, le monsieur. Il te donne quand même la solution à la fin, quoi. J'étais en mode, effectivement, j'ai peut-être été un petit peu Non, sans énervé. aller jusqu'à insulter, en effet. Non, j'avais pas mis d'insulte, mais on comprenait avec le ton du write-up que je lui en voulais quand même un peu au monsieur. Donc Tu je lui l'ai en veux corrigé ça. toujours d'ailleurs. Moi, ça va mieux, je vais passer à autre chose, mais... mais voilà. Mais à l'époque, effectivement, je le voulais. D'ailleurs, toujours sur les write-up, tu vois la réussite d'une personne, mais tu vois pas les échecs des 100 autres qui, eux, ont galéré sur le write-up, sur le chal plutôt. Exactement ce que tu disais tout à l'heure, où toi, t'avais bien galéré sur le chal et qu'à la fin, t'as juste vu la payload qui marchait. Les réseaux sociaux ne vous montrent que ce qui a marché. Un peu le même principe. Et surtout, ne mettent pas en avant le nombre d'heures passées. Parce que lorsqu'on scrolle, on voit que des gens qui ont réussi. Mais au final, combien de temps est-ce qu'ils ont passé sur leur sujet de recherche? On n'en a pas d'infos. Vous, en moyenne, vous mettez combien de temps quand vous faites un sujet, un article? Waouh. Comment tu veux répondre? C'est genre du simple au centuple suivant les topics? Ouais. Hmm. Il y a des Ouais, fois bah voilà, où... comme c'est dit, de toute façon. Moi, j'ai des articles qui sont restés au chaud pendant 6 mois, 1 an, voire plus, parce que pas le temps, retravailler, je suis pas content de ce qu'il y a écrit dessus. Je reviens, je fais, mais en fait, j'écris n'importe quoi. Et des fois, ça peut prendre. Bah, là, la preuve, l'exemple même, c'est l'Exa CTF de l'année dernière. Il était fait janvier l'année dernière ou décembre de l'année encore d'avant. On a fini le write-up, là presque terminé, mais on est à 3 à travailler dessus. Bah, il est toujours pas sorti, alors que ça fait bientôt 1 an et des brouettes que le CTF est fini, quoi. Mais un jour il sortira, j'espère. Mais Ce sera une bible. il est vraiment presque terminé, mais comme je veux rendre un truc propre, bah, je prendrai le temps qu'il faudra pour que ça soit propre, lisible et intéressant pour tout le monde, quoi. Hmm. Tout à fait d'accord. Moi, je sais que à chaque fois que je démarre un nouveau projet, avant que ça sorte, il se passe minimum un mois, et ça va parfois s'étendre sur 3 mois, 4 mois. Donc ouais, en fonction du nombre de personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui postent des choses bien tous les jours, mais on voit pas le nombre d'heures, de semaines et de mois passés. Si je puis me permettre, on voit de plus en plus de gens qui ont zéro race, qui vont copier-coller le contenu de quelqu'un d'autre et le mettre pristine tel quel et récupérer plus de gloire parce qu'ils ont plus de visibilité. Je me sens honnêtement pas trop lésé, pas trop concerné, mais j'ai vu un nombre de cas et vraiment dans notre entourage proche, c'est chaud. C'est chaud. Pas dans le sens, dans notre entourage proche, c'est plutôt des gens qui se font scammer globalement, qui se font copier, imiter et dépasser en nombre de vues, machin et autres. C'est pas le but premier, mais en même temps, ça fait quand même vraiment mal de voir quelqu'un faire 10 fois le reach ou l'utilité, alors que vraiment ils ont copié, ils ont purement pompé le contenu. Et je vois ça beaucoup sur LinkedIn, beaucoup sur... En vrai, c'est indépendant du réseau. Vraiment, les gens ont pas d'adresse. Do some fucking original content, bordel. Merci. Voilà. Et donc, on continue sur les gens qui n'ont pas de race, les gens qui trichent dans les CTF. Ouais. Alors, il y a tricher et tricher. Je pense que certains ont déjà vu l'iceberg avec le je demande des hints aux admins et en bas je pète le genou de l'admin pour avoir le flag. Mais lui, ce qu'il disait, c'était plus la partie soft cheating où c'est pas vraiment de la triche, mais au moment où vous faites une pause, vous allez voir votre pote qui est dans une autre équipe et vous allez bouffer ensemble. Et que ce pote vous dit ah, mais le chal numéro 2, tu l'as pas encore flagué, pourtant c'est un truc que t'aimes bien. Ah, mine de rien, vous avez quand même donné un gros hint, surtout si vous aimez que les injections SQL, vous savez totalement ce que c'est. Bah ça reste du soft cheating qui arrive tout le temps. Parce que, Ouais, de toute après, façon, en vrai, on se faire connaît la tous. part des choses. Entre des équipes débutantes qui s'amusent, qui s'entraînent, qui fait. S'il y a Bien sûr. deux équipes qui sont un peu tête à tête, tu fermes ta gueule.
Et Après, aussi, ça il reste y a un le jeu. reach. Enfin, Pas quand t'es sur du podium, où il y a de la visibilité, des CV, il y a des gens qui se butent pour y arriver. ouais. C'est normal que s'il y en a qui passent devant et ça a marché parce qu'ils ont le pote, bah non. Tu t'amuses et tu triches, tu t'amuses à juste flag un max de trucs. Quand t'es pas dans le podium, c'est ok. Quand t'es top, je sais pas, à partir de top 10 même, tu la joues un peu réglo. Avant, tu t'en fous, t'impactes personne, même si tu t'amuses. Enfin, je sais pas si vous avez des Ouais. avis différents, Maltemo et Swisky, sur ça. Moi, je Dry a suis. l'air un peu embêté. Mon point de vue sur la partie, comment dire, cheat, etc. Pour moi, les CTF, ça sert à apprendre. Mais comme j'ai jamais atteint les, entre guillemets, les top podiums, j'ai jamais eu la partie visibilité derrière. Peut-être avec les write-up que j'ai pu écrire. Mais je le vois plus comme une manière d'apprendre et d'accumuler de la connaissance. Du coup, j'ai peut-être moins la vision compétition hardcore que peuvent avoir certains sur le sujet. Euh, et du coup, le soft cheat, moi, en l'occurrence, m'intéresserait parce que j'ai des challenges où j'ai pas envie de perdre du temps avec un sujet qui m'intéresse pas et j'ai envie directement d'aller au challenge où je vais apprendre des choses, où ça va être des choses que j'aime bien et sur lesquelles je vais plus m'amuser. Mais du coup, de l'autre sens, je comprends tout à fait que ça pose problème, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est difficile d'équilibrer les deux côtés entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui sont là pour tryhard et apprendre dans leur point. Mais on arrive aussi à une autre forme de cheating, les tailles d'équipe. Bon, je pense que tout le monde connaît la taille maximum d'une équipe à la nuit du hack. C'est autant de personnes qu'il y a dans la salle. C'est vrai? Belle. Non, c'est Non. 5 normalement, mais mais entre les équipes où on était 40 chaque année et la Everyone Team où le but c'est de d'avoir le plus d'équipes à l'intérieur de l'équipe. Et après, bon, je veux dire, ça fait un peu partie du lore, je trouve ça marrant, mais c'est vrai que pour les gens qui travaillent, c'est pas très cool. Et le gars disait que un jour, pour rigoler, peut-être qu'il demandera à ses 3000 followers sur YouTube de monter une équipe. Je pense qu'ils vont flaguer quelques tchals. Il y a pas la même force de frappe que d'habitude, quoi. On va l'appeler Fuzz Team. Et c'est quelque chose aussi de très vrai avec notamment les écoles où des fois, pour les CTF d'école, où tu te retrouves à avoir 6, 7, 8 teams en une seule team, ou alors avoir 8 équipes mais qui gèrent tous les flags. Enfin, ça c'est la classique, quoi. J'apprends rien à personne, mais je Ah, il y a les deux, il y pensais. en a qui jouent fair play, il y en a Ouais, qui ouais, rejouent un petit peu. mais. Ouais, c'est bon, c'est un sujet qu'on voit souvent. Tout à fait. Et que dans certains CTF, en fait, même les tchals les plus durs vont être résolus. Mais tout simplement parce qu'il y a des gens, c'est leur métier. Ils sont spécialisés dans ce type de challenge-là. Et c'est normal qu'ils arrivent à le résoudre. Et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas, nous, qu'on est nul, même si on est un peu expert sur le domaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et qu'entre les CTF d'il y a 10 ans et les CTF de maintenant, le niveau, il a quand même vachement augmenté. Avant, en web, on avait une XSS et ça faisait partie des chals medium high. Maintenant, la simple XSS, elle est descendue en low par défaut. Et je dis simple, hein, pas avec backend Ouais, sous je sais. CSP. Pour le coup, t'es d'accord avec ce point? Moi, oui. Parce que, ok. Pour le coup, Ouais. je suis vraiment pas forcément d'accord. Il y a des steps de différents niveaux de complexité. Et ok, il y a beaucoup plus de choses, mais en même temps, on a tellement plus d'outils, il y a tellement plus de documentation. Pour moi, on a vraiment changé de paradigme de avant, fallait te sortir les doigts et connaître les trucs, mais c'était pas ultra complexe, mais il fallait vraiment que tu le trouves toi. Et maintenant, c'est complexe, t'as plein d'étapes, mais en soi, t'as tout entre Internet et les LLM, tu déroules quoi. Bon, avec un certain niveau de couche à avoir prise en main le temps d'y arriver, mais je trouve que c'est plus de l'abondance de contenu et de trucs à lire pour se documenter que de la technicité pure. Ah, j'aurais tendance à dire l'inverse, typiquement pour la partie Ah ouais? exploit. Avant, la difficulté, c'était plus d'accéder au savoir, alors que maintenant, la difficulté est plus dans la technique. Parce que Ok, t'as, on t'as dit plein de parfaitement la même chose. parties. On est d'accord qu'avant, accéder au savoir, c'était chaud, Ouais. mais il fallait genre. Avant, t'avais un simple buffer overflow, ok, sans mitigation, sans stack canary, sans randomisation, sans rien.
N'empêche que t'avais 0 doc, un GDB à poil, pas de GDB, pas de GEF, pas de PEDA, pas de LLDB et tout. Et donc fallait vraiment aller te taper l'article de frac, trouver quelque part, là c'était complexe à accéder. T'avais un tooling éclaté, mais une fois que t'étais dedans, t'étais dedans. En l'occurrence, maintenant, t'as tous les outils qui vont bien. Mais pour aller taper un, je sais pas, format de string buffer overflow, faut vraiment avoir faisé comme un zinzin et avoir trouvé le truc qui va bien, ou du code, ou... Je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, je suis pas trop d'accord. Pour moi, t'as vachement plus de mitigation que tu dois contourner. Je suis... Bah Euh, non, je sais ce que j'essaie de dire aussi, je dois très, très mal Ah, m'exprimer. ok, bah c'est moi qui comprends pas. T'inquiète. Non, je pense que... Vas-y, je te laisse Euh, continuer. non, bah c'est quasiment terminé pour cette partie-là. Euh, Ouais, j'aime bien surtout la conclusion. En fait, les CTF, bah, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est plutôt les vrais flags. Et les vrais flags, c'est les amis qu'on se fait lors de ces aventures-là. Je trouve ça beau. Des cœurs à tout le Oh, monde. Et un oui, peu de vrai. ouf. Clairement, Et clairement. c'est vrai, Bon, faut je pas dire les pense que. CTF, on s'en fout, parce que clairement, les orgas, ils vont te mettre... ils vont pas être contents s'ils entendent ça. En revanche, l'enjeu aux EF, les copains d'abord, évidemment. Et Brassens ensuite. Et moi, je compte plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées en fait en CTF, ne serait-ce que pour faire du réseau, c'est super bien. Pour apprendre des choses, c'est super bien. Et puis tant pis en fait si on flague rien. J'ai déjà passé des CTF à parler toute la nuit avec des gens et faire rien flaguer. Et quand même arrivé dans le top 1 du CTF parce que c'était une grosse équipe. Binzer Doxat. Bien Ouais, joué. parfois je parle en connaissance de cause. Ensuite, sur quoi on enchaîne? On va enchaîner sur ce repos qu'on m'a montré un jour qui Zoom, zoom, zoom. s'appelle. Zoom, zoom, zoom. Ouais, mais c'est pas le repos en lui-même qui est important. Ok. Donc on peut zoomer, mais ça s'appelle Piponbox Regapé. Mais surtout à la fin, à la toute fin, il y a une Wi-Fi hacking mind map. Ça va être compliqué de zoomer comme il faut. Avec tous les points importants à connaître et toutes les commandes dont on a besoin pour copier-coller. Alors, copier-coller sur une image, c'est compliqué, mais il a un petit wiki qui va avec Nice. pour récupérer le texte. Connais-tu Avec. une norme cap? Pardon? Connais-tu une norme cap? Pas du tout. C'est du screenshot ou OCR qui te le met directement dans la presse papier. C'est un binaire, tu le télécharges, tu screenshot, et ça y est, t'as non pas le screenshot dans la presse papier, mais le texte. C'est cadeau. Ça fait les liens aussi? Ça fait le texte. Ouais, mais ça fait de la ski art quand il y a autre chose que du texte ou pas du tout? Ah, non, non, ça fait vrai. Ouais, non. Non. C'est D'accord. pas un libcaca qui va te permettre de faire ta mind map en ASCII. C'est vraiment juste OCR, enfin, screenshot tout OCR, tout presse papier. Ah, mais du coup, dans le cas d'une mind map, j'ai peur que ça prenne ligne par ligne et que ça Ah non, bah là je pète la pensais si tu structure. veux juste copier une ligne. On est d'accord que c'est pas la bonne idée de faire tout Ouais, d'un coup. ok, Ouais, non, non. ok, ok. Et c'est séparé en catégories. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la partie monitoring pour détecter des points d'accès qui sont un peu cachés. La partie DOS, ne faites pas ça. Ça sert c'est pas très cool de péter les Wi-Fi des gens qui voudraient l'utiliser. Par contre, la partie bypass de portail captif, typiquement, vous êtes à l'aéroport, vous avez le droit d'utiliser que 30 minutes pour Internet. Euh, c'est bien de trouver des manières alternatives d'y accéder, avec par exemple tout ce qui est changement d'adresse MAC, des trucs du genre. Donc c'est sympa. J'ai trouvé que la mind map était assez fournie en termes de technique. Tout ce qui est point d'accès jumeaux, donc un point d'accès avec le même nom, et attendre que quelqu'un se connecte chez vous, plutôt que sur le point d'accès de base. Et effectivement tout ce qui est cassage de clés web WPA et cassage de Wi-Fi entreprise, ça c'est sympa. Très très sympa. Surtout la partie WPA2 Enterprise qui est moins connue Mm, mm. parce qu'elle est reliée à des radius, mais c'est sympa d'avoir les commandes. Euh, je trouvais ça bien. Très Bah, ne serait-ce que savoir ce qui existe en termes d'attaque et avoir les keywords pour aller creuser ou le glossaire d'outils. Clairement, j'ai vraiment vu une mind map Wi-Fi based aussi étoffée. Elle est Honnêtement, bien, ouais, puis Mm. les fait liens plaisir. sont bien faits entre eux. Donc tu sais que quand tu fais un Evil Twin, tu peux utiliser cette technique par exemple pour la relier ensemble.
Il doit y avoir un endroit, la déauthentification de client, où il l'a mis, qui est utilisé dans les attaques pour les attaques WPA2. Je le vois pas, mais je, je suis Il certain qu'il a dû le existe mettre quelque quelque part. part. Yep. Ouais. Ouais, faudrait que ce soit un outil qui render la mind map, genre un Mermaid.js ou autre, pour que ce soit pas qu'une image, qu'on puisse contrôler F dessus, quoi. Mhm. Would be nice. Mhm. Après, je suis tombé sur cette série d'articles. Je vais pas tous les résumer. J'invite tout le monde à les regarder. Keeping your GitHub Action and Workflow Secure part 1 jusqu'à part 4. Et dans la partie 4, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle les Talk-to Attacks, Time of Check et Time of Use, avec un repos qui permet de les retester. Je trouve ça vraiment bien. C'est sur tout ce qui est CI/CD de GitHub, où on va avoir trois types d'attaques. Celle où la CI/CD se base sur une issue, sur un déploiement qui requiert un approval, une validation, et sur une CI/CD qui se lance qu'à partir du moment où il y a un label qui est appliqué dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on utilise pull request target pour définir quand est-ce que la CI/CD se lance, avec head.ref à la place de head.sha, le head.ref va toujours pointer sur le dernier commit. Donc il y a un petit laps de temps où on va pouvoir modifier et rajouter du code dans notre commit qui vient d'être approuvé et faire passer des choses dans la CI/CD qui n'étaient pas prévues. C'est vrai que c'est beau jeu les talk-to en CI/CD. Parce que autant on avait invité Hugo Vincent pour la partie CI et vraiment c'était un régal, grosse clacasse la surface d'attaque. Mais là c'est encore plus finaux, je trouve. Ouais. Et il a Dans mis le du sens coup où des t'as la exemples. mise conf plus le côté timing à gérer. Hop. Mm. Je sais plus lequel était bien. Et du coup, est-ce que son git il peut se faire pawn vu qu'il accepte des PR ou des trucs qui lancent des tâches? Non, il les a lookés. Nice. Enfin, il a looké tous ces trucs et il a demandé en gros de pas faire des pull requests. Oui, demandez aux gens de pas nous pawn. C'est vrai qu'on le met Mais pas je assez crois dans le qu'il a tout verrouillé. robot.txt. Please be kind. Do not like me. Please no, sir, no. Attention, sinon j'envoie l'équipe légale. Bagarre. Et au Nintendo, tu te calmes. Voilà pour la partie talk to, parce que enfin, globalement c'est très simple, hein. On fait juste un commit au bon moment. Il n'y a pas d'outil pour automatiser ça, que ça va être une boucle fort. Et quand c'est par rapport à un label, il faut attendre que le label soit appliqué par l'un des mainteneurs. Donc dans ce cas-là, il va falloir monitorer avec l'API GitHub quand est-ce que la pull request se prend un label. Et il faut être très rapide. Il n'a pas donné d'infos par exemple sur le temps nécessaire. Enfin, on enchaîne sur FCFZ, Fully Compatible Flipper 0. Quelqu'un qui s'est amusé à refaire de manière complètement DIY son propre Flipper 0. Parce que tous les composants sont Belle. open source. Et il voulait voir si ça lui coûtait moins cher. Donc pour ça, il a fait un BOM qui est la liste de tous les composants dont il avait besoin, que ce soit la partie NFC, RFID, infrarouge, combien ça allait lui coûter. Il a fait un prototype. Si on reprend du coup exactement les mêmes composants, forcément ça sera plus cher, parce qu'il ne va pas les acheter en batch. Donc il a essayé de downgrade certaines choses, mais de garder le même CPU, je crois, pour pouvoir directement injecter le code sans avoir de soucis. Donc la minimale BOM list avec tous les composants dont il avait besoin. On retrouve du coup RFID, NFC, infrarouge ici. Il a réussi, ça marche.
Le PCB avec le prototype est là, mais il ne le mettra pas en open source pour ne pas faire de la concurrence déloyale. Et je trouve ça beau jeu de sa part. Ouais, c'est correct. T'as une boîte qui monte un truc qui est utile, qui est pas exorbitant en termes de prix et qui a galéré après avec un Kickstarter, avec un compte PayPal bloqué, avec tout. Leur faire un petit by the way, c'était simple en fait à la fin. Ce serait, ce serait Dommage. pas très care. Mais il a réussi quand même à flasher son image, mais non pas sans mal, parce que globalement, il y a une partie qui est stockée dans un one-time programmable et qui contient le nom du Flipper 0, enfin, le nom de votre dauphin. Et une fois qu'il a flashé cette partie-là d'OTP data, il a pu avoir son flipper qui marchait. Donc c'est très cool, c'est beau. Et ça lui a coûté, je crois, 140 $. J'ai envie de dire à 40 $ près, vous pouvez en avoir un vrai, avec le support et toutes les fonctionnalités. Donc dans l'idée, c'est très beau, c'est stylé, c'est intelligent à faire. Par contre, c'est pas le plus rentable. Surtout si vous pétez des composants, parce que ça va vous coûter plus cher. Une soudure ratée vite arrivée. Oh que oui. Ou des PCB qui marchent pas du premier coup. Aussi. On enchaîne avec Doom PDF. Et pour ça, je vais changer de navigateur. Voilà. Magnifique. Parce que ça ne marche pas sur Firefox. Et c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire tourner Doom dans un PDF, comme son nom l'indique. Alors j'ai peur qu'en termes de FPS, ça soit bien dégueulasse au niveau stream. Alors j'ai entendu la Luca. Mais non. Oui, ma faute. Non, je disais, je pense que c'est ok tiers. En vrai, sur Discord, le framerate est relativement ok. Ok. Je sais pas en quoi t'as lancé ton screen share. Moi, je l'avais mis en 15 FPS parce que c'était que des articles, mais normalement, même montrer de la vidéo YouTube ou autre, ça passe. Ah bah là, Ok. ça marche bien, hein. On voit bien. Ouais, Ok. ouais. Mais là, tu joues là ou c'est une vidéo Alors, près? Là pour le moment, c'est le jeu qui tourne. Donc si je fais ça, normalement on devrait voir apparaître le menu. Voilà, on voit la petite tête de mort ici. Alors c'est pas fou, hein. Oui, il faut Mais le savoir. c'est là je dois être Si, on sur voit le menu. On voit le côté Load écriture. Game. Donc si je vais sur New Game, enfin vraiment c'est C'est monstrueux. c'est Mais pas la très question, beau, c'est quoi? mais C'est la un perf PDF est qui nickel. se réécrit pas vraiment? Non, C'est c'est du un... JS. C'est du JS in PDF, ouais. C'est du JS parce qu'en fait le PDF te permet de faire tourner du JS. Donc là tu as, je crois, 7 composants dans ton PDF. Cette partie-là qui est en gros que des lignes, parce que tout est en ASCII. Globalement, c'est de l'ASCII art. Si on zoome énormément, voilà, on va les voir, Mon les Dieu. lignes. C'est dégueulasse, mais c'est stylé. Et Niatic Et Works. en fait, à la base, ça se base sur Mscript 10, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça, Mscript 10, qui est un compilateur qui permet de faire tourner du bitcode LLVM en ASM.js. Donc globalement, tu vas compiler ton C++ Ok. avec LLVM et tu vas le faire tourner avec le moteur Mscriptem de JavaScript. Alors ça marche. Là, c'est un Doom Portable qu'il a récupéré et il a juste dû patcher la partie affichage pour ne pas gérer les couleurs mais le gérer en ASCII. C'est fonctionnel, donc c'est vraiment incroyable. Mais bon, par contre, c'est injouable, hein, ça pique les yeux, mais la Bah, je sais prouesse pas, ça est fonctionne. Hein. technique. WebAssembly n'a qu'à bien se tenir. Ouais, moi je préfère jouer directement à celui qui est en format web. Ouais. Après, on peut essayer de faire une LAN de Doom PDF. Hein. Tu fais difficilement plus geek qu'une LAN de Doom en PDF sur un réseau LAN entre gens. Enfin, Oh, le cauchemar. mon dieu. Non, mais attends, t'inquiète, on va faire du WebRTC entre les différents PDF pour qu'on puisse jouer en coop. Non, non, ne faites pas ça. T'as un lecteur de PDF sur ta calculatrice et ça y est, c'est parti. Hmm. Le code est open source, il est ici, et il y a Ange Albertini qui a fait une vidéo là-dessus de 37 minutes où il rentre vraiment en détail sur comment fonctionne le PDF, la génération du code et tout. C'est vraiment super bien, j'invite tout le monde à le regarder. Je sais plus si c'est en français ou en anglais. Je
crois que c'est en anglais. Et c'est fabuleux. Ange Alberti, Ouais, c'est le gars qui a fait Anscription, non? exactement. Ouais, Attends. plein de Moi sujets, si, c'est ça. Ouais. les fichiers Bien vu. polyglottes, etc. Ouais. Il vient de se mettre la vidéo, je sais pas si c'est juste vidéo streaming, mais il a publié là-dessus et je crois qu'il fait des lives YouTube, je crois. Je pense parce qu'il y a marqué streamed il y a 8 jours. Ouais, ouais, j'ai vu ça sur Mastodon, je crois, ou Blue Sky, je sais plus, un des deux. Ok, je note. Et pour terminer, on va venir sur quelque chose de beaucoup moins tech, mais très marrant que je connaissais pas. Est-ce que vous savez d'où vient le .log dans console.log? No. Ah, Ça me fait penser à log, genre une souche, un bout de bois, mais Et bah c'est vu que je c'est vois des pas moi. bateaux, voilà, mais bon. En gros, ça vient des années 1600 où en fait les marins jetaient un bout de bois qui était attaché à une ficelle. Et sur la ficelle, vous avez des nœuds répartis à distance égale. Et en fait, vous comptez pendant par exemple 1 minute combien de nœuds passaient dans vos mains pour avoir plus ou moins la vitesse du bateau. Et vu que le log, c'est le bout de bois qui a été jeté, à la fin, il faut consigner tout ça dans un carnet de notes qu'on appelait un logbook. Et donc ça vient de là, le fait d'avoir un console.log. C'est excellent. Ouais, je En même connaissais temps, pas c'est du tout. quand même vachement plus court que log.petit-pousset. Enfin, console.petit-pousset. Donc ça pouvait être C'est vachement. console.note, par exemple. Mais du coup, moi j'ai toujours cru que log, c'était l'équivalent en français c'est journaux, mais je me suis toujours dit log, c'était la traduction de journal en anglais, mais du coup c'est pas le cas, c'est... Là, ce serait de la En fait, journalisation, mais journalisation de ta vitesse dans le passé. log, ça veut dire bout de bois, globalement, en anglais. Un D'accord, log, ouais, c'est oui. c'est Oui, une non, mais bûche. oui, mais en plus je le sais, mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai tellement fait le parallèle entre le mot français journaux et log que maintenant c'était... Ok, hyper intéressant. J'ai Historique. Après, tu peux découvert jeter ça. des journaux si tu veux, hein, tant que t'as une ficelle avec des nœuds, t'arriveras à avoir la vitesse. Tant que ça flotte. Est-ce qu'un journaux, c'est pas du bois, finalement, un journal? Est-ce que la bûche flotte? Là, oui, de ouf. Bah, sauf si elle est complètement. Ah, si, une bûche dans l'eau, ça flotte, hein. Ouais, Transport si. de gros troncs d'arbres post-récolte d'une forêt, tu la balances dans la flotte, tu le récupères en bas du fleuve, hein. Si, t'as raison, t'as raison. Si elle se fout pas en travers, ouais. Donc Tu voilà, parles je voulais toujours des terminer bouts sur de bois. ça. Yes. Nice. Merci beaucoup. Et bah, très mignonne comme petite anecdote de J'ai fin. bien aimé je aussi. trouve. Enfin, de fin. Ça dépend jusqu'où on continue. Messieurs, jusqu'où vous avez envie et la possibilité de continuer la soirée? J'ai encore quelques articles. Je peux écourter parce que l'idée, c'est pas non plus finir à 2h du mat. Comment vous sentez les choses? Je m'en mets en facecam déjà. Petit coup de régie, clouk. Voilà, let me know. Avant qu'on parte pour 4 heures. J'ai pas d'impératif. Bon, ça peut se terminer avant 2h du matin, c'est bien, mais j'ai pas d'impératif. On est d'accord. Personnellement, je suis un peu fatigué. Ok. Mais, En ce on cas, peut j'essaie d'en continuer quand même. couvrir quelques-uns et je cut les plus gros pour les garder pour une autre partie. Ça le fait. Alors, micro pause tout de même, faut que je relance la musique car nous sommes arrivés au bout des 3 slots. Give me just a sec. Parce que sans musique, la vie est triste. Look. Musique le retour. Et screen share, il y a le mien. Screen share le retour. Let's go. Alors du coup on parlait avec Joytide, donc t'inquiète je vais pas tous les faire, genre ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard, et le reste je pense qu'on garde, yes. Ça devrait être, allez, j'estime, 15-20 minutes au doigt mouillé. Nice. Ok, alors Joytide, tu parlais de to-do list, je propose TDCLI, trouvé sur demande de je sais plus qui m'avait dit comment on manage des to-do list en command line, potentiellement Atom. Petit outil minimaliste qui fait carrément le taf, qui peut complètement s'interfacer avec soit du i3, soit du Tilia, soit des menus pour avoir à la fois de la command line, à la fois même besoin de popper un shell pour l'utiliser, juste l'avoir en comme ça là. Iliad, le soft qui gère ça. Donc ça pourrait être géré ailleurs. En tout cas voilà, minimaliste, fonctionnel, Pipix installe, fin.
le tout qui peut être guidé, partagé, synchronisé avec des potes. Into, je suis tombé sur ça, je savais pas que Newsoft était aussi actif pour maintenir une liste de toutes les boîtes d'entreprises en France. Donc Newsoft et Mathieu Enzien, ou Enzien, je sais pas exactement, sorry. 300 commits, dernière activité il y a 8 heures, et globalement c'est rigolo parce qu'il y a le site qui va avec, et c'est juste un énorme glossaire, pas de qui fait quoi, juste de qui. En vrai, ouais, j'avais regardé un peu les liens des articles, j'avais regardé et j'étais impressionné parce qu'il y a vraiment tout. Et du coup, je me suis amusé à regarder comment est-ce que la boîte dans laquelle je travaille avait été ajoutée. Et c'était lié aux entreprises PASSI, par exemple. Mais, euh, mais du coup, c'est amusant et en vrai, c'est une bonne ressource parce que si quelqu'un est intéressé et veut chercher du travail, bah, globalement, il a tout qui est là, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait pour des potes il y a pas longtemps, c'est tiens, X cherche un stage, let's go, bah on itère un peu, on regarde qui fait quoi, dans quelle boîte il y a des copains pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, et où rediriger la personne pour que ça se passe le mieux. Juste, minimaliste, lifesaver, peut-être une description de qu'est-ce que font les boîtes, ça pourrait être pas mal, mais limite on pourrait un jour faire une PR et automatiser un coup de crawl et abstract via GPT ou équivalent. Mais trop cool que ça existe, content. Flex. Il y a cette chose-là qui est sortie, il n'y a pas de POC. Vous voyez ce que c'est Telerik UI ? Oh que oui. Oh que oui, ça sent le .NET, ça sent la déserialisation. Concrètement, c'est là un système de... Je n'ai même pas à dire concrètement ce que ça fait, c'est juste que je l'ai vu à chaque fois qu'il y avait des audits avec du .NET, et que soit à base de ViewState qui était avec une clé faible ou pas encore chiffrée, ou chiffrée mais pas encore hashmackée, du coup il y avait des moyens de faire des trucs. Il y a eu des années et des années de RCE par Unserialize sur .NET, en particulier Telerik, avec les gadgets qui vont bien, et ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu parler, et il y en a un paquet. Vu qu'il n'y a pas de POC, mon nez me dit, si quelqu'un se déterre et sort un POC, il y a moyen d'aller spray et faire un maximum de deniers. Voilà. Donc Bug Hunter et Endday Developer, amusez-vous. C'est du .NET perso, j'ai trop la flemme. Mais celle-là, je pense qu'elle peut avoir un reach, un impact monstrueux. Voilà. Je sais pas, Suski, je te vois hocher la tête. Moi, je pense que d'ici 4 à 5 mois, il y a des attaquants qui l'auront weaponize et qui vont Ouais. déposer des ransomware avec ça. Et d'où l'intérêt de le passer en bug bounty pour faire de l'argent légal plutôt que d'attendre que des bad guys le fassent et fassent de l'argent illégal plus du dégât. Tant qu'à faire. Petit enchaînement sur un article coécrit par un ancien collègue, David Dworken, de Back at Datadog, qui est trop cool. Et donc globalement, c'est un petit rétex sur la hacking culture à Google, où ils expliquent que dans les traditions de départ d'un employé, ils vont tout faire pour essayer de hacker l'employé avant ou juste après son départ, histoire de faire la petite blague de « hey, gotcha ». Et à chaque fois qu'il y a bien sûr un hack pré ou post-départ de quelqu'un, déjà il y a un petit cadeau, remerciement parce que pot de départ, mais aussi il y a des mitigations qui sont ajoutées à ce gros... comment dire ? Si on arrive à hacker un employé en interne, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc ils poussent les nouvelles pratiques. Donc il y a eu des choses assez rigolos en termes de gift donnés après avoir pwné les gens, mais il y a deux choses qui m'intéressaient. Bon, déjà la partie éthique de qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou non dans le hacking d'un collègue, parce que vous en doutez, il peut quand même vite déraper. Et les petits comptes traditionnels d'entreprise, par exemple, un keylogger qui avait été inséré dans un clavier de quelqu'un, bah du coup ils ont fait un système d'autoblog de keylog pour les devices USB au sein de Google. Un système de HTTP downgrade pour aller faire du phishing ou injection de contenu HTML, JS dans du HTTP, bam, ils ont accéléré le rollout HSTS pour qu'il y ait le moins possible de downgrade possible. Backdoor d'image en physique, bam, hardening secure boot. En tout cas, plein de choses qui sont du bon sens. Et en fait, on se rend compte que une partie non négligeable des grosses mitigations qu'on a en web aujourd'hui, elles viennent de gens qui se sont trollés et hackés les uns les autres pendant un pot de départ. Et ça me fume de rire. C'est à la fois utile et très rigolo. Et bien sûr, il y a les goodies de on t'a hacké, mais voilà, cadeau. Il y a eu des tronçonneuses avec des mèmes Google, il y a eu des épées de chevaliers incroyables. Voilà. Je veux dire, ni d'une épée
une épée sacro-sainte SSRF. Genre, il y a des choses, c'est nécessaire dans la vie pour pouvoir continuer sereinement, je pense. Autre petit contenu Google related, Dustin Kirkland qui nous explique, ça se trouve c'est Kirkland, on n'a aucune idée, qui nous explique qu'il a 2 filles, désolé, il a 2 filles, dont une qui avait commencé à s'amuser sur un device, il y avait du contrôle parental, c'était du Google Nest, non, c'était du device, yes. Family Link Device, connecté sur du Wi-Fi, et en gros, en matrixant le système de unlock, elle a trouvé un moyen soit de faire crash, soit de bypass. Elle était trop contente, la petite sœur a dit « Ah, ma sœur elle a eu un bug, j'en veux un aussi, pas drôle. » Du coup, elle a matrixé un autre appareil avec une feature de unlock et de contrôle parental, donc elle a aussi eu son bug bounty, mais ce coup-ci pas un P1, un P2. Bon bah voilà, ça a l'air d'être du tout jeune et topé 2 de bounty à Google, les 2 rémunérés à leur âge et à leur niveau de c'est rigolo, j'ai envie de m'amuser. C'est trop mignon, voilà. Donc c'est une petite histoire mignonne qui peut donner des vocations aux plus jeunes, donc pareil, pas hésiter à faire passer, je pense. Géant, notre cher MXRCH, ou Marche, il me semble, qui a sorti Géant version 2.3.3. Alors à la fois c'est cool parce qu'il y a tout un module de spidering pour aller choper des assets à partir de certificats, de clés et de vite fait Oracle pour aller choper des assets et des domaines encore non connus. Le tout ajouté à Géant qui était déjà tout à fait fonctionnel pour sortir un max d'infos sur quelqu'un ou sur soi-même pour vérifier qu'on ne laisse pas dépasser trop de bêtises. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a fait un petit thread pour expliquer à quel point une même feature au sein de son outil avait évolué au fur et à mesure des années et des mois plus récemment, où des endpoints donnaient plein d'informations, puis d'un coup un peu moins, puis un coup moins verbeux. Comment dire ? Son outil est grave cool, mais chef, tu m'étonnes que Google il monitore ton outil, c'est le seul, l'un des rares qui implémente le fait d'utiliser Google en tant que service pour aller récupérer un max d'infos. Évidemment, il regarde ce qui marche et il le patch. Mais écoute, te laisse pas avoir par Google, continue la bataille, on est avec toi. Mais voilà, c'est beau, c'est utile. Si vous n'avez pas utilisé, allez le poker, aussi bien pour du fun, du pentest ou autre, mais aussi sur votre sécurité. On a tous un Gmail, qu'on se le dise. Run cet outil sur votre propre mail pour vérifier que vous avez le cul propre. C'est pas déconnant. C'est comme chercher son mail dans DH, Have I been pwned, et j'en passe. C'est juste safety check. 12 at. Alors attention, on se lâche sur un article qui je pense est Information Educational Purpose, on va le dire. Vous connaissiez Microsoft Activation Script ? Alors Dry, Oui. on pratique des choses discutables. Jamais utilisé, mais je connais. Eh ben, j'en avais pas besoin parce que j'ai des licences qui se transportent d'un PC à l'autre depuis un certain temps. En revanche, j'ai poké dans une VM par curiosité. C'est incroyable. C'est vraiment le curl pipe SH. Tu le pastes, ça t'ouvre un petit... Ah, il est pas là. Leur site officiel, il est là. Ça t'ouvre un petit invité de commande que voilà. Et vraiment, c'est genre... Windows, please. License key, please. Next. Active ça. Enlève ta mise à jour relou. Enlève les mouchards. Et maintenant, active Office. Allez, bisous, bonne journée. Bon, si vous pouvez acheter Office, si vous pouvez ou devez acheter Microsoft, faites-le. On n'est pas là pour dire faites les rats, loin de là. En revanche, c'est quand même une belle pièce d'engineering, la manière dont ils ont fait ça. C'est rigolo, c'est utile. Et quoi ? Ouais, non, j'ai vraiment été impressionné par le professionnalisme de l'outil. Et à supposer que vous utilisez ce genre d'outil, faites-le sur une VM hors réseau. Quand on fait du pro, on met pas des cracks. C'est valable pour ça, c'est valable pour un burp, c'est valable pour un EDA, c'est valable pour un Kaido, c'est valable pour à peu près ce que vous voulez. Faites gaffe à vous. Et monsieur, Voilà. comment ça peut être hors réseau et faire fonctionner le curl? Bah, tu curls d'un côté, tu le mets sur ta machine, et après, tu fais l'exécution. Mais Ah, mais c'est pas ce qui est marqué dans l'installation, il y a marqué curl pipe IEX. Donc tu le télécharges pas d'un premier. Non, Ok. c'est marqué curl pipe. Pipe, c'est pas pipe, c'est pas pareil. C'est subtile Ok. différence. Il y en a un qui utilise le réseau et utilise des sockets Unix cross host via la VM.
Je sais pas quoi répondre, Jeff. Dans tous les cas. Anyway, en tout cas, très rigolo. En fait, c'est un outil d'abus de fonctionnalité, qu'on se le dise, mais qui est mieux utilisé et mieux documenté que pléthore d'outils officiels. Donc voilà, impressionnant. J'ai cru que t'allais lâcher que toute la doc de Microsoft, j'étais à deux doigts d'éclater de rire. Ça marche aussi. Non, en vrai, je sais pas, je suis pas dans la doc de Microsoft, j'y touche pas. Je sais pas te dire ce que ça vaut. Et- Last... Oui, Attends, juste avant Vas-y, que je vas-y. continue, mais il y a sur la doc de Microsoft, il y a eu pendant très peu de temps un compte qui mettait les perles de la doc Microsoft et je suis triste de voir qu'il il existe publie plus, mais il y avait des choses incroyables. Euh, je verrai pour retrouver le compte on sur pourrait Twitter. se faire mais- un contrôle comme ça, un petit compte où on met les pires perles de doc et les pires perles de code dégueulasse qu'on voit passer. Genre, j'ai déjà vu ouais. des 10-15 if imbriqués pour de la vraie condition logique. Monstrueux. Il y a des trucs, tu dis juste, tenez, je le mets là, c'est drôle. Voilà. Un peu J'aurais peur que ça beaucoup de choses implique des j'aurais trucs beaucoup de côté choses à sécu. mettre, mais je signe des papiers qui disent que j'ai pas le droit de les mettre, donc Non, bah pas le code client, je parle d'open source évidemment. oui, bien sûr. Mais bon, il y a quand même des implications. Si un code est moche, souvent, ça en dit long sur la code base, donc Oui. compliqué. Compliqué. Je propose un dernier article qui est plus une petite discussion que quelque chose qu'on va traiter en entier. Avez-vous vu et ou entendu parler de Ghosty ou Ghosty TY? Ok, de non, de oui. Globalement, Swisky, je te propose un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui c'est qui commence à dire son avis ou ce qu'il en pense. Oh, moi, j'ai juste vu que c'était joli. C'est tout. Merci, t'as gagné le pierre-feuille-ciseau, mon tour. Globalement, c'est là, présent, fonctionnel. J'aime beaucoup le fait que ce soit un projet humble, dans le sens où ils disent on fait pas le meilleur truc, on fait juste ce qui nous semble être un compromis le plus opti entre plein de choses. À savoir, tous les terminal emulators veulent être les plus rapides, les plus featureful, les plus natifs, les plus machins, les plus machins, les plus machins. Nous, on pense, ou en tout cas, on a compris où on pense qu'il y a un entre-deux ou un entre-trois entre la perf, la sécurité, l'utilisation, entre tout ça. On peut pas tout avoir. Tout est trade-off, always, sinon la vie serait trop facile. Et du coup, ils expliquent un peu ce qu'ils ont essayé de faire pour régler chacun des points. Et en fait, pour être franc, je l'ai installé. Ça marche, ça fait le taf. J'ai pas trouvé qu'il y avait un gap suffisamment intéressant entre mon GNOME Terminal et ça, parce qu'il y a pas mal de choses que j'utilise en philosophie Linux, un binaire, une fonctionnalité, ou un outil, une fonctionnalité. À savoir, on me parle de rapide, bon, une fois que le shell il est ouvert, et il va exécuter des commandes de la même manière, c'est plus le shell qu'à la main quand les commandes s'exécutent. Le fait qu'on ait une lib, j'utilise pas, mais admettons. Le fait, non ça je sais plus trop ce que ça veut dire. En théorie, grosse perf, admettons. Le fait que ça puisse gérer différentes fenêtres, le split pane un peu à la Terminator ou Termux, ben j'ai Termux. Donc à la fois, j'ai pas été trop convaincu, à la fois je n'ai reparlé avec JDX, donc développeur de mise en place, dont je vous parle tout le temps tellement je suis fan, qui m'expliquait qu'en fait, pour lui, il y avait ce tout petit feeling, cette toute petite différence de on fait quelque chose, mais ça va faire la même chose avec quelques millisecondes de moins. Et en fait, c'est le même débat qu'il y avait pour la musique, pour Apple, pour les prompts, pour plein de choses. Ce petit threshold entre je veux le faire et ça le fait instantanément. Et bon, concours de circonstances, Niche m'a remonté il y a pas longtemps qu'au sein de la Lubuntu, quand il ouvrait un terminal, vous voyez le petit j'ouvre, clac. J'ouvre, clac. Bon, c'est pas grand chose. Mais pour de l'agréabilité, de la fluidité, ça peut jouer. Et ce que JDX lui kiffait, c'est à la fois ce côté léger gain de vitesse où ça utilise le GPU, etc. Mais aussi le fait que ça embed toutes les fontes, tous les potentiels effets, tout un tas de default où... attends, il faut regarder les dépendances. Edit on GitHub. Alors pour le coup, je veux pas edit. Ghosty. Est-ce qu'ils les mettent mass customisation sans recompiler évidemment, perf, respect des standards, système de window management, OSEF un peu s'il y a Tmux, native le plus possible histoire de pas tous terminer. Il y avait des super terminaux avec des effets dans tous les sens, des comptes à pain char. C'était en Electron. Je veux pas qu'une XSS puisse exécuter des commandes sur ma machine. Donc native needed pour de vrai.
En tout cas, voilà, je pense vraiment que c'est un projet qui va avancer et donner de gros changements dans le milieu. Est-ce que pour l'instant, worth it? Ça fait un replacement. Est-ce que ça vaut le coup de se taper une migration? Peut-être pas forcément, mais je pense que ça le deviendra d'ici quelques temps. En tout cas, c'est censé être un peu un terminal du futur, donc à surveiller. Beaucoup de bons retours, même si moi j'ai pas encore réussi à capter exactement pourquoi l'engouement était aussi prononcé de ce côté-là. Donc si vous avez envie de poker, messieurs, n'hésitez pas à faire des tests. Vraiment, il y a des gens, enfin, le JDX là, Smart++, si lui il pense que c'est bien, je pense que j'ai raté un truc. Donc c'était pour savoir si vous aviez un avis aussi, ou si le chat que je réouvre a un avis. Que vous dit le chat? C'est la hype du moment et c'est le créneau HashiCorp derrière. Ah, créateur de HashiCorp derrière. Grave cool. Merci, j'avais pas cette info. Et écrit en Zig, trendy aussi. En effet, Zig, trendy, faudrait s'onboarder, mais tellement de sujets et si peu de temps. C'est peinture fraîche, on est complètement d'accord, faut laisser le temps pour que la conf du tool s'améliore et que ça devienne lightweight. On est synchro. Vraiment, on sait que ça peut être très prometteur et très cool, mais les choses viennent dans leur temps. Est-ce que ça vaut pas forcément le coup de s'essuyer les plats cassés de tous les projets du monde? And we did it! Et il est minuit 10. J'ai 5-6 articles en stock pour la prochaine, donc ça me fait du taf en moins. Perfection. Viewer, vieweuse, un grand merci pour votre présence, pour les quelques-uns qui ont donné des dons, des follow ou qui font partager le projet. J'en profite pour vous suggérer à la fois le petit soit follow, sub côté Twitch, soit les différents réseaux que vous trouverez de ce côté-là, mais également en description de Twitch, nos 3 co-hosts ici présents qui partagent Swisky énormément au quotidien, je vois tout passer. Vraiment, le mec, il est acharné. Maltemo de bon write-up et Dry, write-up parfois, mais surtout engagé vie labo, étudiante, enfin pas étudiante, labo et recherche et maintenant Hack for Value. Entre autres. Entre autres. Bref, vous l'avez compris, des gens impliqués dans la commu, donc le moindre petit coup de pouce est toujours un grand plaisir. Vous voulez un petit mot de la fin, un petit message à faire passer, une petite bouteille à la mer, quelque chose? Il est l'heure d'aller se coucher. Moi, il y a le fait qu'on ait une régie Discord, j'ai hésité tout l'épisode à utiliser des fonctionnalités de Discord, comme par exemple ça. Ouais, alors, nice. Alors. Attends, retente un coup, parce que moi j'avoue que ça marche, mais je regarde côté stream, ça marche nickel. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, il y en on a d'autres. Board. Le seul problème, c'est que moi, je pourrais pas l'utiliser parce que mon Discord égale votre Discord, quoi. Genre, dès que je clique, ça pète tout. Enfin, ça pète tout, ça se restaure. Ah oui. Anyway, on a dit qu'il y aurait un petit 50 Shades of Régie qui sortirait un jour avec l'évolution sur les 2 ans et demi maintenant de stream. Hey. Messieurs, c'était un plaisir de reprendre ces veilles techno avec vous. J'espère que vous avez kiffé comme d'hab, aussi bien côté host que côté viewer-vieweuse. On vous souhaite une très bonne soirée. Ne quittez pas, potentiellement, je vous envoie en raid chez Virtulabs ou autres copains actuellement en stream. Des bisous. Tchou. Bisous tout Et le monde. bisous. Ciao. Et pour une fois, je vous mets pas la wait scene, je vous... C'est très dérangeant ça, c'est très dérangeant. Non, pour une fois, je vous remets pas la wait scene, je vous remets un petit coup de sponsor XRX41 juste pour donner de la visibilité au projet, comme ça, des fois que ce soit pas rentré, balancez ça sur les réseaux, histoire que des jeunes puissent avoir les formations qu'on n'a pas eu la chance d'avoir nous quand on était plus jeunes. Voilou. Bis, tchou. Ciao. Bye bye. 0x41, ça vous parle? Non, parce que moi ça me parle déjà parce que dans le Pawn, les références geeks, mais aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde du hacking. Mais depuis peu, 0x41 c'est aussi une formation Bac+5 dans laquelle je m'engage avec d'autres intervenants, et vous allez voir, pas n'importe lesquels. Notre but, ça va être de vous aider à monter en compétence sur des sujets avancés tels que l'exploitation et le fuzzing low level, la cryptographie, le reverse engineering, l'OSINT ou encore la recherche en web et la recherche de zero day. Vous l'avez compris, petite sponsor pour vous parler de cette formation ainsi que de ses préqualifications en mode piscine. Pas de cours traditionnels, un maximum d'entraide et d'autonomie. Vos peers ou compères seront vos meilleurs alliés ainsi que vos reviewers, pendant que nous, on sera les méchants.
Bon, évidemment, je dis méchant, on ne vous veut que du bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera plutôt des level designers qui seront là pour placer des exercices, des cours, des TP, qui seront un équivalent de donjons, voire de boss de fin de niveau sur votre parcours, qui n'auront aucun autre but que de vous aider à level up pendant ces 2 années à venir. Bonjour, je suis Mathieu Mollard et je suis là pour vous proposer 24 heures de fuzzing. Salut, moi c'est Noël, je vous ai préparé une sélection de Chal Crypto aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles. Salut, je suis Hugo ou Huge. Si tu penses que faire de l'osine, c'est retrouver les photos de vacances de tes potes sur internet, je te montrerai la vraie dimension offensive de cette discipline. Lalu. Du coup, moi j'aimerais vous amener faire de l'exploitation web ainsi que de la recherche de Zero Day. Mais également Synactive et Randorisec pour du reverse H64, X86 et RISC-V. Bonjour, moi c'est Xavier Cocan, je suis le concepteur de 0x41. Je vous souhaite bonne chance pour la présélection et plein de tryhard. Je voulais vous souhaiter de vive voix la bienvenue dans la formation et au plaisir de vous rencontrer sur le campus. Inscription aux préqualifications sur x41.fr jusqu'au 6 mars, préqualification sur RootMe ouverte du 25 février au 7 mars, qualification en piscine du 14 au 27 avril 2025 et rentrée en septembre 2025 sur le campus Oteria à Paris. Formation gratuite, soit alternance, 50 places en piscine, 50 places en formation.